Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un haut potentiel? Alors, pourquoi poser cette question alors que j'en ai largement débattu depuis plusieurs années d'ailleurs sur mes différents réseaux, dans mes différentes publications vidéo ou écrites? Pourquoi poser la question? Parce qu'en fait, on est dans un contexte un peu particulier au moment où je vous enregistre cette vidéo. Je suis peu de temps avant le cinquième congrès de la douance qui aura lieu sur Internet, et peu de temps après, la sortie d'une vidéo d'un de mes formateurs qui s'appelle l'enfer des hauts potentiels. Alors, je tiens déjà à préciser, parce que ça a été remis en doute à bien des occasions, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, énormément d'estime, et justement, c'est pour ça que j'en débat les idées. C'est-à-dire que j'ai pour habitude de débattre les idées portées par des personnes que j'estime énormément et que je respecte énormément. Et voilà. Il y a un certain nombre de points finalement sur lesquels justement je suis en désaccord. Donc du coup, j'ouvre le débat. Et du coup, il m'a paru intéressant, pour résumer finalement ma pensée, parce que je ne l'ai pas encore fait, euh, de définir, de donner finalement ma définition du haut potentiel. Alors, pour moi, un haut potentiel, c'est un individu qui n'est pas devenu normopensant. Je répète. Un haut potentiel, c'est un individu qui n'est pas devenu normopensant. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire par là? Je suis en train de vous dire par là qu'à la naissance, nous avons naturellement toutes les caractéristiques, tout l'outillage pour être ce qu'on appelle dans les sociétés occidentales un haut potentiel. Dans les sociétés modernes, disons, un haut potentiel. Et il se trouve que le haut potentiel n'est pas la norme. Le haut potentiel n'est pas la norme. Pourquoi? Du fait du conditionnement socio-éducatif, du fait du conditionnement socio-éducatif et culturel, ce que les Toltecs appellent la domestication humaine. Et c'est précisément cette domestication humaine qui fait de l'essentiel des personnes des normaux-pensants. Alors, maintenant, l'autre question est de se dire, mais attends, oula, qu'est-ce que tu racontes? C'est un point de vue qui est discutable, comme tous les points de vue, mais il est également très argumenté. Alors, c'est vrai que, très clairement, je n'aurai pas le temps, dans une vidéo de 10 à 20 minutes, de donner tous les arguments. Je suis en train de préparer des publications pour ça. Mais pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que je travaille énormément et j'accompagne finalement les personnes au déconditionnement. C'est le maître mot, si vous voulez, de toute ma démarche. Hein, la fameuse phrase de Bob Marley, Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Redemption Song pour les incultes. Et donc, il est important de partir sur cette définition-là. Après, encore une fois, c'est ma définition, et d'autres n'ont pas la même. Euh, mais c'est celle-là qui explique finalement tout mon positionnement. Lorsque je vous dis que un HP, c'est quelqu'un qui n'est pas devenu normopensant, je suis en train de vous dire qu'en fait, beaucoup de gens parlent du haut potentiel, mais j'ai rarement entendu des gens définir la normopensance. Et c'est là où vous reconnaissez le zèbre qui fait une vidéo qui s'appelle Qu'est-ce que le haut potentiel, et qui dans cette vidéo vous définit la normopensance. Ok, alors, un normopensant c'est quoi? Un normopensant, c'est quelqu'un qui est doté d'un cerveau qui traite l'information de façon normée, normale, normative. Normée, normative, et qui tend à une certaine normale, d'accord? C'est-à-dire que la norme est définie à l'extérieur de lui-même. La norme est définie justement par le référentiel du groupe auquel il appartient, le référentiel du groupe social auquel il appartient et auquel il a prêté allégeance pour recevoir justement son attention, l'attention du groupe, hein, j'entends, et recevoir finalement cette manne, j'ai envie de dire, cet élément indispensable à sa survie biologique lorsqu'il est enfant, c'est-à-dire l'attention multipliée par le temps. L'attention pendant un certain nombre de temps. Et si vous connaissez ma pensée, vous savez que je suis en train de vous décrire précisément ce qu'est la blessure narcissique.
La peur de mourir par manque d'intention, qui est encore une fois totalement naturelle et bienvenue, très pertinente lorsque l'on est enfant, parce qu'autrement on ne serait pas là pour en parler, mais qui justement devient contre-productive et contre nature finalement lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on est censé devenir adulte. Le normopensant s'est adapté, donc il a créé un personnage fictif, superficiel et suradapté, ça vous rappelle des choses ça pour traiter finalement, pour gérer espace-temps, relations et possessions en conformité avec le référentiel que lui impose le groupe social dans lequel il évolue. Le HP, il fait complètement différemment. Le HP, il n'est pas devenu normopensant. Donc, il gère son espace, son temps, ses relations et sa possession selon un référentiel qui lui est propre, qui est interne, et qui donc forcément, lui, évolue. Le référentiel, j'entends. D'accord puisque l'objectif étant pour lui d'exprimer finalement son fameux soi authentique. Et donc, le HP, c'est quelqu'un qui, a priori, s'épanouit, justement. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on prête au HP tellement de malheur, au point qu'on parle de l'enfer des HP? Ce qui fait de la vie des HP un enfer, ce n'est pas leur HPisme, comme on dit dans le milieu. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est précisément, à mon sens, ne pas savoir ce qu'est le haut potentiel que de dire que les hauts potentiels sont des personnes qui, par définition, j'ai envie de dire, souffrent ou s'adaptent mal. C'est faux. C'est complètement faux. Les hauts potentiels ont effectivement des caractéristiques qui font qu'effectivement ils vont développer une hypersensibilité, donc des perceptions plus fines, une réponse émotionnelle plus forte, éventuellement, bien évidemment. Mais en réalité, ça, la souffrance, effectivement, qu'endure, que traverse beaucoup, justement, de HP, n'est pas due au fait qu'il soit HP. Cette souffrance est due à la pression, justement, à la pression sociale, à la tension, justement, entre cette volonté de domestication du groupe dans lequel ils sont, avec leur esprit, justement, libre. C'est ça le truc. La souffrance, elle vient de là. La souffrance, elle vient de la pression, justement, qui est faite. Elle ne vient pas du fait même d'être HP. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des HP qui sont parfaitement intégrés, j'ai envie de dire, dans la société, qui vont très très bien, merci pour eux. Ils ont les mêmes caractéristiques que ceux qui ne vont pas bien, à ceci près qu'ils se sont émancipés, justement, de cette pression normative. Donc, le travail, il est intérieur. Okay? Et je crois que pour bien évidemment comprendre, pour bien cerner finalement cette question, je crois qu'il vaut mieux justement être un HP. Ce que je trouve un peu dommage avec beaucoup de personnes qui sont des blockbusters du genre, hein, qui sont reconnus effectivement comme faisant référence, c'est qu'elles-mêmes ne sont pas HP. Et d'ailleurs, j'ai fait un commentaire sous la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, c'est que en fait, et c'est pour ça que cette vidéo a vraiment le mérite d'exister, c'est pas de l'ironie, c'est-à-dire que en fait, c'est une excellente illustration des risques que l'on prend lorsqu'un normopensant s'adresse à d'autres normopensants pour leur dire comment ils doivent agir avec des HP. Ouais, il y a forcément des écueils. Il y a forcément des écueils qui sont le lieu commun, qui sont la condescendance, et en plus, elle n'est pas du tout consciente. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est ça le risque, en fait. Je trouve que finalement, il y a trop peu de HP qui parlent des HP. C'est quand même curieux. Sauf peut-être dans le congrès de la danse, où effectivement, il y a des HP qui parlent des HP, et qui justement se sont posé la question. Donc, ce qui est encore vraiment très très important pour moi de vous dire dans cette vidéo, c'est véritablement ça. Vraiment retenez ça. Si j'ai un message, c'est ça. Un HP, c'est quelqu'un qui n'est pas devenu normopensant. Et effectivement, le HP n'est pas la norme, mais il est la nature. D'accord? C'est naturel d'être HP, mais c'est normal d'être normopensant. Désolé pour le pléonasme. C'est complètement normal d'être normopensant. Revenez sur les dernières vidéos, justement, et particulièrement sur
les nouveaux paradigmes. Là où encore, où je prends une distance, c'est que je ne crois pas, malgré ce que beaucoup aient pu l'interpréter comme ça, je ne crois pas que ce soit une évolution de l'humanité de se dire que demain on sera tous HP. Et c'est bien ce que j'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas, c'est pas tant qu'il y a de plus en plus de HP, c'est qu'en fait il y aura de moins en moins de normaux pensants. La nuance est de taille. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y ait de moins en moins de normaux pensants? Alors, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de normaux pensants, ce sont justement les conditions de vie globalement dans les sociétés dites modernes ont fait que la sollicitation des cerveaux est telle que justement un enfant qui naît aujourd'hui ne peut pas, enfin ce sera plus difficile pour un enfant de devenir normopensant que de rester HP. Pour énormément de raisons. Ça, je l'ai évoqué dans d'autres séminaires et dans des conférences. Je vous dis, je suis en train vraiment de condenser toute ma pensée là-dessus, mais il y a énormément de choses par rapport à ça. C'est justement l'arrivée récente de nouvelles autorités, et là je vous renvoie à la jeunesse personnelle, je ne vais pas vous refaire le cours là. L'arrivée de nouvelles autorités et le fait que ces autorités environnantes dans la construction de l'enfant tiennent des messages différents, voire même contradictoires et antagonistes, au sein d'un même groupe social. Et puis, il y a aussi les masses, j'ai envie de dire les masses médias, la multiplication finalement des informations et de la facilité de l'accès à l'information, donc Internet, et aussi les jeux vidéo. Et en fait, c'est ça qu'il est important de noter, et c'est ça pour moi qui est la nuance. Je ne crois pas que ce soit une évolution de l'humain. Ce sera une évolution de la civilisation, peut-être, mais en réalité, je crois vraiment que le HP, effectivement, sera une norme. En réalité, elle l'est déjà, à mon sens, sauf qu'elle n'est pas acceptée, justement, par le groupe. C'est ça, justement, qui crée des tensions. C'est ça qui crée, d'ailleurs, cet instant historique, j'ai envie de dire, de civilisation, où on est en train, justement, de voir s'effondrer une civilisation, de voir s'effondrer des paradigmes et de voir se révéler de nouveaux. Et cela participe effectivement de, cette, de cet événement-là. Donc voilà, c'est important justement, je pense, de penser le phénomène. Et encore une fois, c'est ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup en parlent, peu le pensent. Pour des raisons neurologiques que je n'ai pas le temps non plus d'expliquer dans le détail ici, parce que ce n'est pas le lieu tout simplement. Mais abonnez-vous à la chaîne et à mes réseaux, vous aurez toutes les infos si la chose vous intéresse bientôt. Donc il est important justement de noter une chose, si je prends encore du recul. Pourquoi est-ce qu'on parle de haut potentiel? C'est parce que par contraste, ce sont des personnes qui sont au-dessus de la norme, justement, en bien des choses, hein, dans leurs 9 intelligences. Okay, pas que dans l'intelligence logico-mathématique, même si c'est celle-là seulement qu'on mesure, mais il y en a 8 autres à mesurer. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui sont au-dessus de la norme. Et en fait, ce sont des personnes qui fascinent parce qu'en réalité, je vais terminer là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'on soit si fasciné par les capacités finalement des hauts potentiels? Je crois qu'il règne un genre de transhumanisme ambiant, un genre d'eugénisme ambiant. Et on l'a vu dans l'histoire de cette civilisation, beaucoup cherchent l'homme augmenté, beaucoup cherchent à augmenter l'homme. Et tout ce qui paraît augmenter l'homme, en fait, est intéressant et objet d'étude. Mais je me place toujours avant. Et la question est, pourquoi est-ce qu'on cherche à augmenter l'homme? Et du coup, lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'humanité, toutes les civilisations qui cherchent à augmenter l'homme sont des civilisations qui l'ont réduite avant. C'est du bon sens, hein, je sais. Mais encore une fois, dans nos sociétés, le bon sens est au mieux une faute professionnelle, au pire une bêtise. Mais il n'en demeure pas moins que c'est du bon sens.
c'est précisément parce que notre civilisation, nos sociétés modernes ont réduit l'homme. Vous savez, particulièrement depuis le siècle qu'on a appelé le siècle des Lumières. Alors j'adore ça parce que c'est depuis ce siècle des Lumières qu'on a jeté un immense voile d'ombre sur l'esprit humain. C'est assez magnifique. On était la lumière et puis on dit que c'est les Lumières. C'est magnifique. Et en fait, précisément, on cherche à augmenter justement l'homme parce qu'on l'a réduit. Mais on a oublié qu'on l'a réduit. Et alors, il y en a qui vont vous dire qu'on l'a réduit volontairement et donc on veut l'augmenter parce qu'on veut maîtriser son augmentation. Possible, c'est possible. Je crois que les thèses complotistes sont à prendre également en compte. Je ne suis pas du tout complotiste, mais je ne suis pas anti-complotiste non plus, parce que balayer d'un revers de main la position, en fait, le point de vue complotiste, c'est faire c'est faire de la pensée de comptoir, d'accord. Lorsqu'on débat, on débat à partir de tous les points de vue, à partir de toutes les idées. Sinon, on fait de la pensée de comptoir. C'est pas trop mon truc. Et donc, du coup, le principe, c'est que on voit bien, hein, les nazis le cherchent, c'est ce que veulent aussi des grandes entreprises ou des grands penseurs comme Elon Musk, Google, etc. Enfin, on cherche l'homme augmenté. Et quand je regarde justement l'histoire de l'humanité, je me rends compte que beaucoup d'autres civilisations, si ce n'est pas toutes les autres, n'ont pas cherché à augmenter l'homme. Et je remarque également qu'ils ne l'ont pas diminué. Ceci expliquant peut-être cela. Je viens de regarder justement alors cette vidéo est très longue, je sais. Je viens de regarder une vidéo, une interview de Greg Braden, justement, qui justement lui a pris le temps de prendre du recul justement sur l'histoire de l'humanité. Et je m'aperçois qu'effectivement, lorsqu'il parle de technologie interne, beaucoup de civilisations passées et disparues ont eu accès justement à des technologies internes. Et du coup, d'ailleurs, dans un de ses livres, il l'a dit, mais comment ça se fait que des civilisations dont on a retrouvé des traces n'utilisaient pas les technologies externes? La question est tout bêtement de se dire, mais peut-être qu'elles n'en avaient pas besoin. Non pas qu'elles n'en avaient pas connaissance, mais qu'elles n'en avaient pas besoin. C'est une piste à explorer. C'est une piste à explorer. Donc, c'est vraiment important, je pense, avant de parler d'un sujet, de le penser. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Penser le haut potentiel avant d'en parler. Et justement, quand on fait un brainstorming, justement, on prend tous les points de vue possibles. Et plus on aura de points de vue différents, y compris les inverses, mieux on connaîtra le sujet. Et à partir de ce moment-là, on se positionne soit sur le sujet, non pas pour chercher la vérité, vous savez que ce n'est pas un truc qui m'intéresse, mais pour justement optimiser l'expérience de vie, ce qui n'est pas du tout la même démarche. Et justement pour trouver finalement chaque jour comment on peut bien et de mieux en mieux, justement, bien s'amuser. Ciao.